Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur le bon MJ. Aujourd'hui, on va faire une petite review du jeu Dragon chez Studio Agathe. Chez Studio Agathe, donc Dragon, qu'est-ce que c'est? C'est en gros un jeu qui est basé sur l'OGL, enfin sur le SRD de la cinquième édition du jeu le plus joué, à savoir Donjons et Dragons. Donc c'est un peu un classique finalement, d'une certaine manière, mais qui n'en est pas un non plus, puisque c'est nouveau. En termes de règles, etc., vous allez voir pendant le feuilletage, je ne vais pas vous faire une explication incroyable, puisque c'est des jeux qui sont sortis, enfin en tout cas le système fondamentalement des règles, vous le connaissez déjà très certainement, et j'ai déjà fait des vidéos pour en parler et tout. Donc on va vraiment s'intéresser plus à ses spécificités, à ses illustrations, à sa maquette, à l'univers qu'il propose, parce que oui, Dragon propose un univers, contrairement à Donjons et Dragons ou Héros et Dragons et consorts. En tout cas, il propose un univers dans sa gamme de base en fait. Et puis il a d'autres différences, c'est une tétralogie, donc il y a 4 bouquins. On n'a pas un Player's Handbook, un Dungeon Master's Guide et un Monster Manual. Ouais, c'est ça, c'est Monster Manual. On a un livre aventurier pour créer son personnage et avec des informations d'univers, parce que l'univers imprègne chacun des livres. Le deuxième qui est Grimoire, où il y a toute la magie et plein de règles optionnelles sur la magie, notamment pour des trucs qui caractérisent l'univers d'Eana, donc l'univers de jeu, mais qui pourrait tout à fait être utilisé dans d'autres contextes, dans d'autres settings. Vous avez aussi le Créature, qui est un bestiaire qui a sa spécificité, puisque c'est un bestiaire qui est basé sur les localisations, les zones géographiques, etc. Et on a un premier ouvrage encyclopédie, donc sur l'univers d'Eana dans lequel on va jouer. J'ai adoré lire ces livres, j'ai pas encore tout fini. J'ai pas tout vu, mais la maquette, les illustrations, tout ce que ça propose, j'adore. Il a quelques petits défauts, on en parlera après le feuilletage, puisqu'aujourd'hui on va feuilleter les 2 premiers livres, et la semaine prochaine on feuilletera les 2 autres livres. On est parti immédiatement, mais sauf que, avant cela, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça fait plaisir, et en plus il y a plein de gens qui regardent les vidéos sans s'abonner, alors s'il vous plaît, faites un petit effort, c'est juste un petit clic, c'est rien du tout. On est parti. Ok, donc on est parti pour le premier livre, donc Aventurier. Donc là c'est avec la couverture grand vert, c'est ce que j'ai pu récupérer en magasin. Donc on a une première double page qui n'est pas exploitée, on a un sommaire, ensuite on a un avant-propos. Donc là on a une petite introduction au jeu de rôle, avec les termes, etc. assez classique. Un exemple de scène. Il n'y a pas de livre du maître du jeu, genre avec des conseils, comment préparer son aventure, ce genre de choses. Donc c'est assez particulier. Et les conseils sont plutôt disséminés dans l'ensemble des livres. C'est difficile de se remettre à la place de quelqu'un qui découvre le jeu de rôle. Je sais pas si ça rend la chose facile ou difficile. Je pense qu'aujourd'hui, avec Internet, et d'ailleurs ça devrait être un renvoi qu'on retrouve dans plus de livres, je crois que dans le jeu Aria de Fibre Tigre, ils ont fait ça. On peut dire, allez voir un actual play pour voir comment ça se déroule. Et en vrai, ça fait déjà gagner beaucoup de temps, ne serait-ce que sur cette partie-là, d'expliquer comment se passe une scène. Et après, on peut trouver plein de conseils et tout sur Internet, etc. Bref, mais en tout cas, il n'y a pas de partie sur le maître du jeu. C'est ça qui est assez intéressant. Par contre, on a le système modulaire. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'en fait, à chaque fois, vous avez un petit symbole comme ça, qui va vous dire, cette règle ou ce paragraphe, il est fait pour plutôt reproduire tel ou tel type d'ambiance. Donc finalement, c'est des conseils OMJ. Et c'est même un truc que je trouve original et vraiment cool. En gros, on va vous dire, ouais, cette règle-là, elle est intéressante si tu veux mettre en avant plutôt des intrigues sociales. Cette règle-là, elle est plutôt importante si tu veux jouer le mystère, la noirceur, implacable, donc un jeu mortel, le hasard des apprentissages. Bon, celui-là, il n'est pas hyper utile. Enfin, il apparaît à quelques endroits dans le livre. En gros, c'est si vous voulez faire un tirage aléatoire des sorts et peut-être même des parchemins que vous trouverez et tout. Vous pouvez utiliser les règles qui sont notifiées ainsi. Là, c'est l'éveil, donc c'est les règles pour si vous voulez jouer l'apparition de la magie pour vos personnages. On y reviendra après. Et ensuite, on a l'action plus épique et tout. Et là, on a les règles dragon. Donc, ça veut dire tout simplement qu'il faut faire attention à cette information, puisqu'elle est importante. Et donc, du coup, moi, je trouve que c'est assez intéressant, parce que déjà, si vous faites une première lecture, vous pourriez ne pas regarder ces trucs-là. Par exemple, vous voulez vous concentrer uniquement sur la base du jeu, vous pourriez vous dire, ah, ce chapitre-là, c'est un chapitre si je veux mettre en avant le mystère. Moi, pour l'instant, je sais pas ce que je veux faire, je saute ce chapitre. Donc, du coup, ça vous permet un peu de prioriser les choses, prioriser les trucs qui vous intéressent, choisir les bonnes règles modulaires, parce qu'on sait bien qu'avec l'OGL, le SRD et tout, il y a des milliards d'options vu le nombre de livres qui sont sortis, etc. Du coup, on peut être un peu perdu, se dire, ouais, je sais pas ce que ça pourrait avoir comme effet de combiner cette règle optionnelle et cette règle optionnelle, est-ce que ça déséquilibre pas le jeu, etc. Là, au moins, vous avez un guide. Le truc important à signaler ici, je pense, c'est surtout celui-là, c'est qu'en fait, vous pouvez décider que dans votre univers, pour utiliser la magie, il faut atteindre l'éveil. Et donc, l'éveil, c'est quoi? C'est, oui, j'ai eu un choc émotionnel, j'ai fait une grande découverte, etc. Et ça a réveillé la magie au fond de moi. Et donc, du coup, si vous jouez avec l'éveil, il y a des règles spéciales
qui vous permettent, voilà, même si vous prenez une classe de lanceur de sorts, commencer avec aucun sort, mais du coup avec des compensations, etc. Donc c'est assez intéressant. Et ensuite, une fois que vous avez l'éveil, vous débloquez toutes les capacités de classe qui vous étaient jusqu'alors à verrouiller. Ok, donc c'était un peu long. Ensuite, on arrive dans la création de personnages et là, bam, ça commence. Là, on voit les illustrations. Là, on voit la maquette épique avec les petites enluminures, etc. Donc, je sais qu'il y a des gens qui trouvent que ça rend le livre difficile à lire. Je suis d'accord que souvent, des maquettes un peu travaillées comme ça, un peu complexes, ça peut rendre difficile à lire. Moi, je n'ai pas du tout trouvé ça difficile à lire à titre personnel. Ensuite, on a la création de personnages pas à pas, avec un exemple. Donc là, on est sur du tonge classique, hein. Choisir son espèce, choisir sa civilisation, etc. C'est les différentes étapes. Choisir son historique, choisir sa classe. On a évidemment un petit exemple qui nous accompagne, ce qui est toujours bienvenu. Déterminer l'éveil de la magie, vous voyez. Donc est-ce que mon personnage sait faire de la magie ou non? Est-ce qu'il est dormant, c'est-à-dire qu'il va peut-être un jour avoir de la magie? Est-ce qu'il va bientôt, sa magie va bientôt émerger? Éveil émergent, ou est-ce que c'est un éveillé? Et on vous propose de tirer aléatoirement pour savoir si c'est quelqu'un qui peut utiliser la magie ou non. Ensuite, à quoi ressemble l'éveil, théorie et pratique, etc. Là, on a déterminé les caractéristiques. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il me semble que dans déterminer les caractéristiques, on n'a pas de méthode de répartition avec des caractéristiques prédéterminées, si je ne m'abuse. Qui est la méthode que personnellement je vais employer, j'emploie. Donc, c'était assez étonnant de ne pas avoir ça. Là, on a un truc en achat de points et un truc aléatoire. Et vous voyez ici, premier exemple, enfin c'est pas le premier exemple, mais premier exemple de règle optionnelle pour un jeu plus difficile, limiter le maximum et le minimum des caractéristiques. Donc c'est comme ça que ça se présente à chaque fois. Et il y en a beaucoup des petits encarts comme ça. Et donc du coup, ici on arrive aux espèces. Alors à chaque fois, vous voyez, là on commence à voir une des particularités du jeu, c'est qu'il est imprégné d'un univers, contrairement à Donjons Dragons. Enfin quoique dans Donjons Dragons, en général, quand on vous parle des plans, ça nous fait quand même penser à l'existence d'un lore, puisqu'on vous parle des 9 enfers, des machins, des trucs, des différents plans du multivers. Donc il y a un semblant d'univers, mais en général, c'est pas hyper développé. Là, le jeu vient vraiment avec un univers. Après, vous pourriez vous en servir autrement, évidemment, mais ça demanderait de faire un peu d'abstraction, parce que l'univers pénètre les règles. Et ensuite, on a le Dracade. À chaque fois, des explications. Donc là, on vous explique, voilà, ça c'est un peu sur les coutumes sociales des Dracades. Ici, c'est un mystère, l'origine des Dracades. Je vais pas trop développer sur l'univers parce que ce sera l'objet de la vidéo de la semaine prochaine. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'espace, de mystère dans l'univers. Ça, j'aime bien. Donc par exemple, quand on va vous dire l'origine des Dracades, on va vous donner plusieurs origines possibles des Dracades et ensuite ce sera à vous de faire votre choix. Et c'est pour l'instant, en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Je sais pas comment la gamme va se développer, mais pour moi, c'est un signal fort et ouais, on vous donne plein de trucs, mais vous n'êtes pas obligé d'attendre que tous les livres soient sortis pour tout bien comprendre, machin truc. Vous pouvez utiliser les infos qu'on vous donne comme vous voulez. Vous pouvez modifier les trucs et tout, ça va pas casser l'univers. Et ça, j'aime beaucoup. Donc ensuite, on a les Dwargen, les Dwargen. Ça, c'est un peu compliqué. C'est les nains, tout simplement. C'est une chose à noter, il y a un travail un peu sur la langue dans Dragon. Donc ça, c'est un peu le côté tolkienesque. Pour moi, je suis pas un aficionados d'apprendre des langues de monde de fiction. Des fois, je trouve que c'est compliqué, ce genre de prononciation en G et en K qui font très médiéval. Mais voilà, ça donne un ton, ça donne vraiment une ambiance. En général, je simplifie. Ensuite, on a les elfes. Donc, on a les elfes Hélénions, donc qui sont plus les sortes de hauts elfes. On a les Aldarons, les elfes de sève, de la forêt. Et on a les Draux. Alors ça, pour moi, ça c'est un peu bizarre. C'est un des défauts. Pour l'instant, moi j'adore hein, ce jeu. Je l'ai déjà dit en intro, j'adore. Et les Draux, par exemple, un des problèmes qu'il y a, c'est qu'on vous dit, vous pouvez faire un Draw, vous retrouverez dans le livre Bestiaire. Et en fait, il y a souvent des trucs comme ça, des renvois à d'autres livres qui n'existent pas encore. Alors souvent, en fait, j'abuse. Il y en a quelques-uns de petits trucs comme ça. Le jeu est largement jouable, d'ailleurs je vais commencer à y jouer dès cette semaine moi. Et voilà, il y a des petits renvois à d'autres livres qui sont pas encore sortis, des fois ça fait un petit peu mal, ça fait surtout plus mal sur les sortilèges qu'on verra dans le deuxième livre. Ensuite on a les gnomes, je vais essayer d'accélérer un peu. Donc qui sont les ingénieurs, tout ça, on a les alphelins, on a les humains, ensuite on a les Mélessis, les Mélessis, donc qui sont les demi-elfes tout simplement. Ensuite, on a les Mérosi, donc les demi-orques. Les orques qui ont une place très stylée dans l'univers, en fait. Et d'ailleurs, les kobolds, les hobgoblins, les ulcans, etc., on le verra dans la partie univers, mais qui forment une sorte de horde et qui sont tous jouables. On vous donne des profils pour tous les jouer, donc c'est assez cool. Le demi-orc, bah, c'est plutôt, une ambiance culturelle un peu de la steppe, des steppes asiatiques.
vous voyez, les philosophes de mi-orc. Moi, je kiffe. Même si parfois, avoir des orques monstrueux, vraiment très méchants qu'on doit tuer, j'aime bien. Bah, parfois, leur donner une civilisation et tout, c'est assez stylé. Et là, c'est le parti pris de l'univers d'Eana de Dragon. Et ensuite, on a les Tieflings, donc on a les origines des Tieflings, etc. On a ici le géniteur, hein, donc différents fielons, enfin types de fielons, pour notre Tiefling. Ensuite, on a les civilisations d'Eana. Donc là, hop, vous pouvez tirer aléatoirement votre civilisation d'origine. Donc je trouve que c'est intéressant de faire un tirage de civilisation parce que ça veut bien vous dire le but de ce jeu, c'est aussi d'explorer des différences culturelles, etc. Et que ça prenne une certaine place. Ça peut être un peu intimidant au début, mais en soi, vous n'avez pas trop d'infos dans le livre aventurier, donc ça va pas vous écraser. La carte, alors là j'ai un reflet, mais la carte est un peu petite. Et moi, dans mon pledge, je sais pas pour ce que les autres gens ont récupéré, je n'ai pas de grande carte ou de trucs comme ça, et ça, je trouve que c'est vachement dommage. Parce qu'en plus, elle est très jolie. Je pense que c'est Olivier Sanfilippo qui fait des illustrations, parce que ça ressemble pas mal à l'Empire des Cerisiers. Ça, c'est vraiment un univers à la Donge, j'ai envie de dire. Enfin, c'est ma façon de parler, mais c'est un peu un sim park, quoi. C'est-à-dire que vous vous promenez, et ouais, il y a un pays qui ressemble au Japon, il y a un pays qui ressemble à l'Amérique du Sud, vous avez des îles qui servent à faire les Caraïbes, vous avez le territoire un peu les havres gris des elfes. Vous avez vraiment tous les thèmes qu'on aime bien retrouver. Est-ce que c'est original? A priori non, mais en fait je trouve que c'est très 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 bien traité, très très bien développé dans les livres qu'on verra une fois de plus la semaine prochaine, parce que sinon dans le livre aventurier c'est très limité. Mais l'avantage c'est qu'au moins vous n'avez pas peur de faire n'importe quoi, ou d'oublier des informations importantes. Donc vous avez Aquact, vous avez les îles des elfes, vous avez un peu l'Inde, vous avez un peu la Russie on pourrait dire. Je grossis les traits. Toutes les parties du monde n'ont pas encore été développées. Moi, j'ai décidé d'essayer de jouer dans les îles barbaresques, qui sont pas du tout développées, parce que j'ai envie de faire un scénario pirate pour une première campagne. Mais ensuite, dans le livre univers, vous aurez la Cité Franche qui va être développée, donc qui sert vraiment de hub un peu. Vous savez, c'est cette ville cosmopolite, cette cité-état où il peut y avoir plein d'intrigues et où toutes les espèces peuvent se rencontrer, toutes les civilisations. Donc c'est un bon point de départ. Donc ça a été développé dans le bouquin. Ensuite, la Ciri Lane, il me semble que ça va être un peu comme, je sais pas, je pense un peu comme Rome, ou en tout cas ambiance Grand Empire comme ça. Ensuite, deuxième truc qui est développé dans le bouquin univers, c'est les Drakenbergen. Donc c'est les montagnes naines bourrées de morts vivants, en gros. Ensuite, on a Elerina qui, elle, n'est pas développée, c'est le territoire des elfes, les îles éoliennes des gnomes, l'inframonde qui va faire l'objet d'un un financement participatif. Ça va être la suite de la gamme, l'inframonde, qui a une place très importante dans l'univers parce qu'il y a de la corruption, il y a des monstres sous terre, etc. Donc ça, c'est le prochain truc qui va être développé. J'ai hâte, vraiment hâte d'avoir ça, parce que ça va débloquer certains problèmes dont on parlera plus tard. En tout cas, des choses qui, pour moi, posent problème pour l'instant à la gamme. Donc ensuite, on a le Khan, qui a été énormément développé là, dans le livre univers. Je pense que ça représente à peu près la moitié, voire plus du bouquin. Donc ça comprend le Septentrion, donc c'est vraiment la zone nordique, où vous allez avoir un peu les peuples style Inuit, les géants des glaces, des sortes de forts d'explorateurs, de colons et tout, ultra stylés. Ensuite, vous redescendez, vous avez l'Empire de Cartassol, je crois. Donc je ne sais pas trop comment le placer celui-ci, mais je pense que c'est une sorte d'empire cosmopolite, hobgoblin, qui se veut un peu dans la lignée mongole dans son idée universaliste, enfin conquête du monde, mais assez rude, on va dire. Peut-être, je sais pas, un empire perse, enfin je sais pas, j'ai pas les connaissances pour vous faire une super métaphore. Et ensuite on a le vieux Khan en dessous, donc le vieux Khan qui est plus de l'héritage voilà, de cette ambiance un peu mongole avec Tamerak, la tempête, donc un homme qui est un peu l'équivalent de Genghis Khan qui aurait été déifié ensuite. En tout cas c'est comme ça que moi je m'imagine. Des tribus cosmopolites qui sont ensemble qui ont une forme d'identité en fait en commun, mais qui finalement sont hyper variés et tout. Très très stylé, je trouve que c'est vraiment cool qu'ils aient mis ça en priorité par rapport, parce qu'ils auraient pu jouer plus safe et faire ok, on va faire comme premier développement de civilisation notre petit truc pastoral un peu anglais classique, finalement un contexte de fantasy classique. Et le fait d'avoir choisi le Khan, je trouve que c'est plutôt cool, c'est une belle invitation à changer un petit peu. Surtout que en général, c'est plus difficile de s'imaginer ça parce qu'on a moins d'infos, tout simplement. Alors que si je veux jouer en Ciri Lane ou à un autre endroit, j'aurais plus de facilité à improviser, à trouver des trucs, puisque j'ai déjà beaucoup plus d'inspiration qui me viennent d'ailleurs. Bref. Ensuite, on a la Lothrien, donc c'est un Lothrien. Et c'est une sorte de territoire féerique. Une sorte de territoire féerique où il y a un roi ours et tout. J'adore ce genre d'ambiance, j'ai hâte qu'il développe. Et où il y a peu de magie, c'est low magic.
Low Magic, on verra après que c'est une des spécificités de l'univers. Mibou, j'aimerais bien voir. En fait, j'ai envie que tout soit développé, hein, concrètement, tout donne envie. Royaume des Sables, pareil. Vous voyez, on a tout ce qu'il faut. Ensuite, on a histoire du personnage. Donc là, c'est la partie sur l'historique, donc on retourne un peu dans les règles. Ce qui est assez intéressant, c'est que vous avez quelques historiques qui sont proposés, genre l'animiste, l'acolyte, vous voyez, donc ça c'est assez classique. Très stylé cette illustration. Et vous avez aussi des idées pour faire plus un truc à la carte, étape par étape, en vous posant vraiment la question. Oui, vous créez en fait un historique personnalisé juste pour votre personnage. Je trouve que c'est intéressant dans l'idée, parce que ça aide à concevoir soi-même des historiques. C'est une des choses que j'aime bien dans certains livres. C'est une sorte de moyen de vous aider à homebrew, entre guillemets, ça j'aime bien. Mais voilà, pour gagner du temps, vous avez quand même quelques options qui sont les bienvenues. Des historiques prêts à l'emploi. Donc je passe, vous voyez que les illustrations et tout sont vraiment incroyables. Genre c'est magnifique. Pour moi c'est une claque. Donc ensuite on arrive sur la personnalité, donc alignement, inspiration, et ensuite on arrive aux classes. Donc là on a nos classes, hein, le classico. On va quand même regarder un peu les subclasses, ça peut vous intéresser. Donc on a le barbare, et pour le barbare, on nous propose au menu des subclasses la voie du berserker et la voie du tueur de mages. Donc deux options. Ensuite on a le barde, où on nous propose le collège des conteurs, le collège des battleurs, puis on a le druide. J'adore l'illustration du druide. Incroyable. Trop stylé. Avec comme cercle druidique le cercle de la terre, le cercle des esprits. Ensuite, on a l'ensorceleur. L'ensorceleur où on a... J'ai bien aimé les deux options d'ensorceleur. L'atavisme, donc le côté dragon. Moi, j'ai toujours kiffé le côté ensorceleur. En fait, c'est le pouvoir des dragons. Je trouve ça très sympathique. Ensuite, on a la magie psychique. J'aime bien aussi. Ensuite, on a le guerrier. Là, dans le guerrier, il y a des options assez intéressantes, j'ai trouvé. En tout cas, en termes d'ambiance, comme je vous ai dit, j'ai pas encore joué, j'ai pas le détail des règles. On a l'élu arcanique, on comprend bien que ça va être un guerrier qui sait de magie. On a le champion, donc ça c'est un peu l'option simple pour pas avoir de nœuds au cerveau, quoi, pour jouer easy. Et on a le ruffian. Donc le ruffian, ça fait un peu un côté pirate et tout. Des petits coups bas dont les noms sont vraiment bien cool. Le coup de pression dans les chasses par la tignasse. On a francisé le truc. La mandale, le couteau dans la plaie. Le coup de latte, la balayette. Ensuite, on a le lettré. Donc ça, c'est la classe originale de Dragon. Le lettré, qui est vraiment sympa. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Déjà, dans un univers où on a dit que on pouvait optionnellement décider de mettre une règle d'éveil qui fait que les gens ont la magie, oui, non, ça dépend de la situation. Avoir une classe d'érudit un peu pour pouvoir jouer un peu plus low fantasy, puisque ça peut être une proposition du jeu. Vous pouvez mettre des options pour ça. C'est vraiment cool. Et je trouve que ça peut être très cool de commencer avec un lettré pour ensuite se multiclasser avec des classes magiques en fait, pour baisser tout simplement le niveau de magie de l'ensemble de l'univers. Parce que du coup, vous atteindrez pas les plus hauts niveaux de mage. Vous lissez un petit peu le niveau de magie. Et vous mettez en avant le côté études, il faut faire des recherches et tout, donc c'est vraiment sympa. C'est un peu particulier à jouer parce qu'il a des points d'astuce pour utiliser des capacités, il a des zones de conquête et tout, donc il a ses règles spécifiques avec lesquelles il faut se faire parce que c'est des nouveautés par rapport à l'OGL. J'ai quelques réserves. En soi, un truc que je trouve bizarre, c'est qu'on me dit oui, l'érudit ne fait absolument pas de magie, mais il a des capacités style... il peut, entre guillemets, bénir une zone, même si c'est pas ça. En gros, il peut faire une zone de conquête, genre une petite zone, et dans laquelle il va pouvoir percevoir la magie. Il peut parler n'importe quelle langue. Il peut avoir une alerte si quelqu'un y entre quand il n'est pas là. Même, à terme, faire de la télépathie avec les gens qui y sont. Donc je trouve très bizarre, ça. Pour moi, ça fait un peu genre, c'est des Bene Gesserit. Genre, c'est pas de la magie, mais c'est tout comme, quoi. On peut chercher des traductions différentes. J'ai vu des gens sur internet qui disaient oui, en fait, quand il y a l'alerte, c'est peut-être qu'il avait mis un truc au sol et quand quelqu'un entre dans la zone, il y a une colombe qui s'envole et il la voit, il fait il sait qu'il y a quelqu'un qui est entré dans sa maison quand cette colombe s'envole et tout, je sais pas quoi. Dans ce cas-là, ça aurait été pas mal de changer les noms ou genre juste de donner explicitement les explications, tout simplement. Parce que de la télépathie, j'ai du mal à me l'expliquer. À moins que le mec ait fabriqué un téléphone ou un truc comme ça. C'est assez spécial, donc moi je considère que c'est de la magie en fait. Mais que comme c'est un érudit, il se rend pas vraiment compte qu'il fait de la magie et il fait de la magie un peu superficielle. Je préfère avoir cette image là. Ensuite on a les marottes avec l'alchimie et tout. Pareil, l'alchimie, j'ai une petite réserve, je sais pas. En vrai, je joue pas assez à Donjons Dragons pour savoir. Mais que pensez-vous de ça? Est-ce que c'est pas un peu fort? J'attends des retours de gens qui jouent beaucoup à Donjons Dragons, vous saurez peut-être me dire. À partir du niveau 3,
Le gars, il peut dépenser des points d'astuce pour soigner les gens. Donc, il doit les toucher. Et il rend 1 des 6 points de vie plus son modificateur d'intelligence. Vous voyez, c'est ici. Par point d'astuce dépensé à un allié. Et en sachant qu'il récupère tous ses points d'astuce à chaque repos court. Et qu'au niveau 3, il va avoir 5 points d'astuce. Donc ça veut dire qu'il pourrait rendre 5 des 6 points de vie à chaque repos court. Potentiellement, notre érudit. Alors peut-être que je me plante, hein, peut-être que j'ai mal lu la règle et tout. Mais ça me semble fort. Je sais pas si ça l'est réellement. Après, ça peut être intéressant d'avoir vraiment un soigneur comme ça, non magique. Ça permet genre à tous ceux qui jouent des prêtres, des machins, des trucs, de partir sur autre chose. Et je me demandais si c'était équilibré, quoi. Moi, je ne sais pas. Ça m'a semblé fort. Ensuite, on a le magicien. Ah oui, j'ai oublié. Donc les subclasses, vite fait, de l'érudit. On a l'alchimie. Donc ouais, il va fabriquer des bombes, il va fabriquer des trucs pour se soigner et tout. Ensuite, on a vraiment l'exploration de l'âme. Donc là, pour moi, c'est trop stylé. Genre, là, c'est le Bene Gesserit. Le mec, il est là, il peut inciter facilement les gens, il peut influencer tout le monde et tout. Ça peut être très marrant dans des jeux d'intrigue. Ensuite, on a le magicien, du coup, comme je disais, avec en subclasse la spécialité arcanique. Donc, tout simplement, choisir une école dans laquelle on est meilleur. Ensuite, la spécialité de désenchanteur, la spécialité de mage des forces, donc plus primordial, enfin magie primaire, mage de guerre, le mystificateur. Donc on a pas mal d'options pour le mage. Ensuite, on a le moine qui a la voix de la paume. Trop stylé. Elle est où la deuxième voix? Et la voix du supplice. Ensuite, on a le paladin, que je trouve trop stylé. Mais de toute façon, moi j'adore les nains. C'est quelque chose, c'est quelque chose. Et on a le serment de dévotion et le serment du corbeau. Le serment du corbeau que je trouve vraiment cool. C'est un peu Batman, quoi. C'est genre, vous rendez la justice à votre manière parce que personne ne le fait si ce n'est pas vous. Ensuite, on a le serment de l'errant. Du chevalier errant, un petit peu. Ensuite, on arrive sur le prêtre, que je trouve assez cool parce qu'il a un look tribal. Et on a les différents dieux. Donc, un truc que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas 15 000 dieux. C'est l'idée qu'il n'y a que 8 dieux. Vous avez 4 dieux de vie et 4 dieux anthropiques, plus un dernier dieu, Eana, la planète en elle-même, qui est une sorte de dieu. En tout cas, qui peut être vénéré comme tel. Donc, on lui prête un esprit, etc. Donc, vous avez 4 dieux harmoniques. Donc, ah non, moi je dis n'importe quoi. Eana est comprise. Donc, c'est 8 au total. Donc, le monde, Eana. Et on voit que ça a différents noms en fonction des civilisations, mais que c'est une seule entité. Ensuite, on a le façonneur, on a le forgeron, on a Flore. En plus, j'adore quand les dieux, ils ont des noms genre un peu abstraits, et qu'ensuite, c'est les peuples qui viennent leur donner des noms différents. On a mort, on a givreuse, on a la tempête, et on a la nuit. Donc Xonim, la lune, et Tamerak, la tempête. C'est 2 humains qui se sont transformés en divinité, en l'occurrence dans le lore. Donc j'aime bien l'ambiance qui est donnée avec les dieux. Dans les livres univers, on voit qu'il y a d'autres dieux potentiellement, le dieu oublié, le dieu machin et tout, mais c'est des dieux anciens, voilà, qui sont pas très importants, on les met pas en avant. Je trouve ça beaucoup plus parlant en fait qu'une liste de 25 noms de dieux avec leurs 3 domaines séparés par une virgule. Ça n'a aucun intérêt. Là, au moins, on a quelque chose que je trouve plus intéressant. Ce qui est intéressant aussi avec, là, je vais parler un petit peu de l'univers, c'est que dans ce jeu, pour moi, c'est une très 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 grande force avec le système modulaire, etc. Dans ce jeu, on a justifié pourquoi les PJ sont forts dans l'univers. Et ça, je trouve que c'est important. Vous allez me dire, c'est très très simple, c'est pas compliqué à faire. Il n'y a pas besoin. Peut-être qu'il n'y a pas besoin que c'est du bon sens, qu'on n'est pas obligé de l'écrire quelque part dans un livre, mais là c'est fait. On vous dit en fait que les personnages sont des élus de la forge du destin. Mais en gros, vos personnages, comme dans les trucs grecs un peu et tout, ils sont littéralement liés au destin du monde, et c'est pour ça qu'ils bénéficient davantage que les autres gens n'ont pas. Et d'ailleurs, on vous explique dans les règles un peu de modulaire que par exemple les sorts de résurrection ne pourraient fonctionner que pour les gens élus de la forge du destin, par exemple. Comme ça évite de casser votre univers, parce que qui n'a jamais eu de problème à se demander, dans un univers où on peut utiliser des sorts de résurrection tous les jours et tout, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui changent, qui se mettraient à changer? Des univers où tout le monde peut plus ou moins faire de la magie et tout. Genre là, c'est explicité. On vous dit, vous pouvez mettre la règle de l'éveil pour limiter la magie, c'est pris en compte par le jeu. Vous pouvez considérer que certains effets n'ont d'effet que pour les gens liés au destin, etc. Et moi, je trouve que c'est vraiment cool. Domaine divin. Donc on a le domaine de l'étrange, le domaine de l'indicible, le domaine de la force. Il y a moins de domaines et ils sont répartis sur moins de dieux.
Sachez qu'il y a aussi le domaine du partage et le domaine du temps, le domaine du voyage et le domaine de la vie. Ensuite, on a le rôdeur. Rôdeur, tac, on a le chasseur, l'ombre urbaine et l'explorateur de l'inframonde. Ensuite, on a le roublard, pour lequel on va avoir le voleur, le sicaire, il me semble. Il est où? Ouais, l'espion et le sicaire. Et finalement, on a le sorcier, pour lequel on a les différents liens de pacte et tout, avec comme proposition de suzerain les seigneurs fielons et le seigneur sauvage. En sachant que les seigneurs fielons, du coup, vous avez des informations assez succinctes sur 4 diables et 4 démons. Évidemment, tout n'est pas développé. Il y en a un qui est particulièrement plus développé, c'est lui, l'hospodar Askinos, le buveur de douleur, qui est bien développé dans les 2 livres Univers et Bestiaire. Donc là, on a fini avec les classes. Ensuite, on a une explication avec les langues. Donc, je vous avais dit, ils ont essayé de bosser un petit peu ça, donc de donner des langues exotiques, des systèmes d'écriture différents, de mettre un peu en avant la diversité du langage. C'est quelque chose qu'on peut avoir envie de mettre en avant dans son jeu ou non, avec des règles spécifiques pour la lecture et l'écriture, genre pour si vous voulez rendre une fois de plus votre jeu plus difficile. Ensuite, on arrive sur les options d'évolution avec le multiclassage, etc. Le multiclassage qui devient plus intéressant, je trouve, avec ce côté éveil. Ça donne plus envie de se casser la tête, entre guillemets, à faire un multiclassage, parce que vous pouvez commencer en étant un guerrier, enfin, dans l'idée de devenir un mage, mais en vous disant, ouais, dans ma progression du héros, en fait, ça ajoute une forme de storytelling autour de cette acquisition de pouvoir, ça crée quelque chose en termes de narration, et de dire, ouais, j'ai commencé guerrier et tout, puis le jour où j'ai frôlé la mort, bam, j'ai vécu l'éveil, et du coup, à mon prochain niveau, je me multiclasse, et hop, je commence à devenir, je sais pas, prêtre ou magicien. Ensuite, on a les dons. Alors, je sais pas s'il y a des nouveaux dons ou des pas nouveaux dons, des trucs comme ça. J'ai pas fait le comparatif avec celui-ci là, avec celui-ci, ni avec Héros et Dragon. Mais voilà, il y a des dons. Hop, hop, hop. D'ailleurs, une des particularités de l'érudit tout à l'heure, c'est qu'au niveau 2, il peut tout de suite choisir un don. Et du coup, je trouve que comme les dons, ça permet un peu de customiser son personnage. L'érudit, finalement, est une classe très versatile qui va permettre de faire plein de choses. Genre, par exemple, un samouraï, je m'étais dit, j'aurais pu prendre l'érudit pour faire un samouraï. Ça aurait parfaitement convenu. Vie quotidienne. Donc là, on arrive dans la partie un peu plus équipement et tout. Et c'est assez détaillé, hein. C'est même très détaillé. Moi, j'ai beaucoup aimé. J'ai pas lu absolument tout, j'ai un peu lu en diagonale, mais il y a vraiment des passages où je me suis intéressé, donc sur le troc, le fait qu'on peut ronger des pièces, les machins, on pèse la monnaie, tac tac, tous ces genres de trucs qu'on peut retrouver dans des vidéos YouTube sur l'histoire, mais qui se retrouvent ici et qui aident à faire des choses. Un truc que je trouve sympa, c'est qu'il y a les Steinbanken, c'est la banque des nains en gros. Ensuite on a les pierres précieuses, avec à chaque fois toujours des illustrations magnifiques. Niveau de vie. Donc c'est vraiment, si on veut beaucoup détailler tout ce qui est échange monétaire et tout, on a quand même de quoi faire. On a les règles pour fabriquer de l'équipement, gagner sa vie en faisant un métier. Alors ensuite, on a l'armurerie. Donc là, on a des armes bien illustrées et tout. Moi, je kiffe toujours quand c'est illustré comme ça, l'équipement. On a les armures, avec des règles pareilles, plus ou moins réalistes. La durée, pour mettre une armure, est-ce que c'est compliqué ou pas? On a les outils qui sont bien détaillés, avec des images, des fournitures. On a une table aléatoire, il me semble, quelque part, je l'ai peut-être déjà passé, pour créer des problèmes d'auberge. Donc on a quand même, vous voyez, des outils de maître du jeu qui sont un peu intégrés, donc qui sont disséminés. On n'a pas vraiment un chapitre maître du jeu. Il faut vraiment se promener un peu partout. Donc, comme je le disais, ça, je sais pas à quel point c'est pertinent. Je pense qu'il faudrait faire un vrai kit d'initiation, genre vraiment simple, en plus peut-être pour la gamme, je sais pas. Donc là, on a voilà, des aléas dans les auberges et relais, vous voyez. Très sympa, on a les montures véhicules. Ensuite, on arrive aux règles de jeu. Donc, les règles de jeu, c'est Donjons et Dragons. Hein. Je vous avais dit que c'était basé sur Donjons et Dragons depuis le début? Je sais même pas. On vous parle d'éventuelles règles d'échecs critiques avec des tables d'échecs critiques que vous pourriez utiliser. Vous voyez tous ces signes modulaires de trucs spéciaux. Le vin naturel, c'est pour un ton épique. Est-ce qu'on veut l'utiliser ou pas? À nous de voir. Combat. Et là, dans le combat, on a quand même une petite nouveauté. Alors, c'est pas une règle des plus simples. On a l'action inciter. Inciter, c'est en gros, vous choisissez un ennemi, vous lui dites « Lâche ton arme !» ou bien « Rends-toi !» ou alors « Tu vas aller te cacher dans les jupes de ta mère !» ou bien « Attention derrière toi !» En gros, vous essayez d'influencer le comportement de quelqu'un en lui faisant une pique, un truc, machin. Donc vous faites une sorte de... Enfin, c'est lui qui va devoir faire un jet de sauvegarde de sagesse contre 8 plus votre modificateur
de charisme plus la compétence adéquate, que ce soit en fonction de votre persuasion, de votre intimidation et tout que vous ayez agi. Et en gros, s'il rate, il résiste pas à votre incité. Et du coup, s'il fait toute action qui va à contrario en fait de l'incitation que vous avez donnée, il aura un désavantage. Donc je trouve que c'est assez intéressant. Il y a une règle qui fait que si la cible réussit à résister, ensuite elle ne peut plus être incitée pendant un certain temps. Ensuite, combat monté, combat subaquatique, une situation très courante dans les mondes médiévaux fantastiques. Ici, la santé avec la fatigue, le classique, pareil. Donc là, on a pas mal d'options de règles de récupération plus difficiles. On a des règles de blessure d'ailleurs. En gros, vous mettez un seuil de blessure un peu comme on pourrait avoir dans Symbaroum ou ce genre de truc. C'est-à-dire que vous avez un seuil où si vous prenez ce nombre de dégâts d'un seul coup, vous prenez une blessure qui va se traduire en fait par un niveau de fatigue classique. Ou alors, vous pouvez détailler, vous voyez, localisation des blessures. Vous avez des trucs comme ça pour faire des trucs plus gritty, rendre la régénération difficile, etc. Peut-être pas la meilleure des choses d'ajouter ça avec des débutants, mais l'ajouter par la suite quand on a envie de rajouter une petite couche de complexité, pourquoi pas. On a quelques maladies. On a des morts. On a la mort. On nous parle d'inconscience. On nous parle aussi de comment faire des rebondissements un petit peu autour de la mort ou du fait d'être assommé et tout. Donc, encore une fois, des conseils au MJ. Hein. Concrètement, post-mortem, qu'est-ce qui peut se passer, devenir un revenant et tout. Et puis on arrive à nos états préjudiciables qu'on aime. Et un glossaire technique qui est plutôt sympathique en fin d'ouvrage. On va juste regarder encore la fiche de personnage. Donc la fiche de personnage, on a nom, classe, peuple, civilisation, tac tac tac. On a les vitesses d'escalade, de nage et tout. Ça c'est typiquement le genre de truc. Moi je le vire. J'en veux pas, ça prend de la place sur ma feuille de personnage, mais pourquoi pas. On a des espaces pour nos munitions. On a un rappel des règles de fatigue, ce qui est très très cool. On a, parce que c'est une des règles les plus difficiles à retenir, je trouve, mine de rien, les règles de fatigue dans Donjons & Dragons. Ensuite, on a un rappel des actions qui peuvent être utilisées. On a un moyen de trier nos aptitudes de classe et tout en usage illimité, en trucs qu'on récupère en repos court et en repos long. Ça, je trouve que c'est très intelligent comme classification. Par contre, je suis désolé, mais on n'a peut-être pas besoin d'autant de place pour outils et véhicules. Ça dépend. Quand on est un érudit, quand même, il y en a pas mal. On a des trucs pour calculer nos slots de sorts qui ont été utilisés. Donc, en fait, je suis mi-figue, mi-raisin avec cette feuille. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment cool, mais il y a vraiment des trucs... Bon, déjà, on perd de la place avec le style. Ça, c'est une chose. Genre, par exemple, ici, vous voyez vos possessions. Bon, prend beaucoup de place, ces illustrations. Donc, je sais pas si c'est très, très pertinent, ça, pour le coup. La maquette est super, ça c'est une certitude. Mais pour les fiches de personnages, des fois on aime bien un truc un peu plus fonctionnel, je pense. En tout cas, c'est mon cas. Donc ouais, je trouvais qu'il y avait des trop bonnes idées, mais je pense pas que ce sera la fiche de personnage que j'utiliserai personnellement. Voilà, on arrive à la fin de ce feuilletage. Je vous propose qu'on passe au deuxième livre, Grimoire. On va essayer d'aller un petit peu plus vite. Ok, on passe à notre deuxième livre, donc Grimoire. Je rappelle que Dragon est une tétralogie. Donc on a le livre Aventurier, avec la création de personnages et les règles, Grimoire avec la magie, et beaucoup de règles optionnelles de magie d'ailleurs, et toujours un peu d'univers. Comme on a vu dans Aventurier, il y a l'univers à disséminer à travers toutes sortes d'informations. Et ensuite on a Créatures, avec les créatures qui correspondent aux zones décrites dans le tome 4 Encyclopédie. Donc c'est un format différent de Donjons & Dragons, donc ici on va avoir beaucoup de magie. Donc on entre dans le grimoire, on passe le début, j'essaie d'accélérer un peu parce que j'ai pris beaucoup de temps sur le premier livre. Donc là on a les lois de la magie, un truc dont on n'a pas beaucoup parlé d'ailleurs qu'il y a aussi dans le premier livre, c'est qu'il y a beaucoup d'exposition de l'univers qui se fait à travers de la narration, des dialogues, etc. Donc là on a la conversation entre, il me semble, une apprentie et sa professeure de magie. On nous parle du fait que la magie a plusieurs explications, etc. Donc pareil, une fois de plus, une ouverture sur pas mal de choses, et on va suivre un peu tout ça au fur et à mesure, à côté des aspects techniques de la magie. En sachant qu'il me semble que l'origine Ils ont justifié en fait le fait qu'il y ait des écoles de magie, des niveaux de magie et tout, comme une explication théorique apportée par les théoriciens de la magie du Mibou, donc qui est un peu l'équivalent de l'Afrique noire et Anna dans l'ambiance, dans les représentations graphiques, etc., qui je pense va être une zone très intéressante du coup, puisque c'est de là que partent la plupart des termes de magie utilisés par les règles, mais aussi par la plupart des mages d'Eana. Ensuite ici, on peut voir qu'on nous parle de sorts corrompus, puisqu'en fait dans l'univers d'Eana, l'univers canon de Dragon, on a une corruption un peu latente
Je vais pas vous faire les détails du lore, vous lirez si ça vous intéresse. On a une corruption latente qui vient en particulier de l'inframonde, qui nous vient d'un accident avec les voyageurs, donc des êtres très très lointains qui peuvent justifier plein de choses dans l'univers, notamment les voyages planaires et tout. Donc, bref, j'en dis déjà trop. On a le chancre. C'est une forme de corruption qu'on pourrait retrouver comme dans Warhammer, Symbaroum, etc. Et en fait, vous allez pouvoir avoir des versions de sorts corrompus ou non, en fonction de si vous-même vous embrassez le chancre, vous êtes corrompu, ce qui peut vous mener à vous transformer en PNJ en mauvais, ou alors si vous bricolez un peu, j'imagine qu'on peut faire des campagnes où on joue des gens vraiment maléfiques. C'est toujours faisable. Quoi qu'il en soit, on a des options de chancre qu'on va voir un petit peu après. Donc ensuite, là c'est les sorts. Donc pareil, encore une fois, on a des petites options, genre pour que les rituels soient plus compliqués à lancer, on peut augmenter la durée que ça prend, etc. Toujours avec le système modulaire. On a temps d'utilisation, blablabla. Donc ça c'est du classique, c'est du donge, ce sont les règles, les cibles et tout. On a les représentations pour les abris, etc. Les dessins sont vraiment très très cool. On a plein de petites options. Les effets de la magie sur l'environnement. Est-ce que la magie laisse des marques à l'endroit où on l'utilise? Ensuite, on nous parle des écoles de magie, donc comme je vous disais, classifiées et dont la classification est intégrée à l'univers. Ensuite, on a les teintes des écoles, si on veut que chaque magie ait un effet. Parce que c'est vrai que dans Donjons & Dragons, souvent, on a des descriptions très techniques des sorts. Là, on nous invite à trouver un moyen de les décrire de manière plus spécifique. Est-ce que vous allez vous en servir ou pas? Encore une fois, ça revient à vous. Moi, j'aime bien dire à mon joueur, en fait, dis-moi à quoi ressemble ton sort. Mais là, vous pouvez codifier un peu plus ça si vous le souhaitez. Là, on a pareil par rapport au sens, les odeurs, les sons, le toucher, la pression pour décrire la magie, en fait. C'est quand même très très intéressant. On continue de nous raconter l'histoire à côté. Là, on a la magie vivante. La magie vivante, qu'est-ce que ça signifie? On a la magie critique. Donc, une magie vivante, en fait, on sous-entend les règles optionnelles qui vont faire que la magie est cool. Donc là, ce serait si on voulait mettre des réussites critiques dans la magie, parce que a priori, il n'y en a pas, alors qu'on peut apprécier cet effet échec critique, réussite critique. Des fois, ça met un peu de sel dans la partie. Donc on a des options. On a la marque des sorts mineurs. Donc est-ce que quand on fait de la magie, ça change un peu l'apparence de notre personnage, encore une fois, pour la description. On a des transformations. Là, on nous parle de la forge du destin, dont je vous parlais tout à l'heure, donc du fait il y a cette forge du destin qui a un impact sur l'univers, sur toute son histoire et sur certaines personnes qui y sont liées. Et du coup, le côté quand on meurt, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on peut tromper les dieux pour revenir, accomplir une quête pour pouvoir rester, etc. Donc pas mal de choses qui vont pouvoir amener à de la narration. Donc ça, je trouve ça très très cool. Ensuite, on a modifié les sorts, donc pour nous aider à homebrew, un peu comme on avait vu avec les historiques tout à l'heure. Je sais pas si vous vous souvenez. C'est intéressant. On a la magie recomposée, donc pour donner la capacité un peu à tout le monde de faire une magie un peu plus freeform, ce genre de choses. Bon, ça rajoute et à chaque fois de la complexité, forcément, ce genre de choses. Donc c'est à prendre ou à laisser. À chaque fois, c'est optionnel, évidemment. Transformer un sort en rituel, etc., créer des sorts et tout. Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Là, on a une règle pour faire un bouclier humain, genre prendre quelqu'un pour se protéger soi-même d'un sort. Pourquoi pas. Et ensuite, on nous parle de l'éveil. Donc voilà, le fait qu'on peut faire en sorte que la magie ne soit pas accessible à tous et qu'elle puisse arriver en cours de partie, que cet accès à la magie ait un impact sur l'histoire. Tout ça, c'est assez sympathique. Commencer avec une classe indépendante de l'éveil, vous voyez, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je commence, je suis roublard, barbare, et finalement, je finis par pouvoir faire de la magie. Et la perte de l'éveil, la punition du destin, donc tout ça, ça peut créer des histoires très intéressantes, je pense. Ensuite, on a la géomagie, donc ça, c'est super stylé. Pareil, ça ajoute de la complexité, mais là, ça va vraiment vous permettre de faire à la fois un univers à la carte, mais aussi des scénarios à la carte dans cet univers. C'est-à-dire que le jour où vous voulez jouer en low fantasy dans votre univers, vous pouvez tout à fait dire on est dans une zone géomagique où la magie est faible. Et à chaque fois, vous avez des règles pour ça. Donc on a différentes intensités, on peut avoir des zones plus arides ou des zones où il y a plus de magie, et à chaque fois avec des règles spécifiques. Je vous explique qu'il y a des flux et courants magiques dans Eana, qui vous permettent de créer vos micro-régions, vos trucs à vous dans l'univers pour faire absolument tout ce que vous voulez. Je trouve que c'est une excellente idée. Et donc voilà, on a différents trucs. Des géomagies à faible intensité ou à haute intensité. Et ensuite, on a un catalogue de phénomènes. On peut avoir l'abondance arcanique qui va faire que n'importe qui va pouvoir lancer des sorts dans une zone précise. L'aridité arcanique, au contraire, qui va réduire notre capacité à faire de la magie. Carence arcanique. Distorsion temporelle. Chaos mélancolien. Donc là, c'est la lune Mélancolia, je crois. Donc c'est une des lunes du monde d'Eana. Et c'est celle d'où viennent les démons, donc c'est s'il y a une zone envahie par les démons en quelque sorte. On a le gigantisme, par exemple, juste une zone où la magie fait que tout est géant, genre toute la biosphère et tout ça, je trouve ça très très intéressant. Magie morte, les Maelosa, donc qui sont directement liés à Eana, donc à l'esprit entre guillemets de la planète, quoi. Et où on va pouvoir avoir un lien direct avec la nature, etc. Des murs psychiques, des portes des morts, par exemple, les murs psychiques, c'est très intéressant à justifier.
on aurait pu l'inventer soi-même, mais que ce soit dans le bouquin, c'est cool. Parce que vous voyez tous les sorts de contrôles mentaux, de machin, de trucs, de vision et tout, ça pourrait avoir un impact tellement énorme sur l'univers s'il n'y avait pas des murs psychiques. Genre, vous pouvez dire qu'une des cités les plus importantes du monde, elle a été construite spécifiquement dans un endroit parce qu'il y a un mur psychique qui protège les gens qui y vivent des sorts psychiques qui viennent de l'extérieur, genre lecture de pensée, etc. Donc, du coup, ils sont inespionnables, par exemple. Et du coup, je trouve que c'est intéressant, par exemple, pour entre guillemets, le lore de vos villes, etc. Parce qu'on dit souvent, oui, une ville, elle va s'installer près d'une source d'eau, elle va s'installer près d'un truc. Il y a des raisons pour lesquelles les villes sont là, elles cherchent certaines spécificités, certaines ressources. Bah là, elles peuvent aussi chercher certaines géomagies. Ça devient un truc intéressant pour placer des villes dans des endroits improbables où on se dit, mais ça n'a aucun sens qu'on ait construit une ville là, normalement. Sanctification arcanique, pareil. Sève brûlée. Sève brûlée, c'est genre, quand vous faites de la magie, ça détruit la nature autour de vous dans cette zone, etc. Donc tout ça, c'est assez cool. Ensuite, on a des règles de folie. Alors, je peux pas trop vous les détailler parce que je les ai lues une fois, quoi. J'ai pas tout retenu. Mais voilà, on a des tables de folie et tout. Folie qui peuvent permettre de faire un truc un peu cthulhien, des histoires d'horreur, et qui peuvent nous mener vers la corruption petit à petit aussi. C'est un des moyens d'acquérir la corruption qui a un centre, qui a une place importante dans l'univers. Donc la corruption, qu'est-ce que c'est? Pareil, via une histoire, on vous raconte un peu une région qui est en train de tomber peu à peu dans la corruption. Donc c'est assez cool. On a l'utilisation de la corruption dans une campagne. Est-ce qu'on veut faire une campagne terrible où en fait la corruption est inarrêtable, genre un truc un peu à la Shadow of the Demon Lord, par exemple, un truc un peu crépusculaire? Au contraire, est-ce qu'on commence par exemple avec des personnages corrompus qui en fait leur objectif c'est de perdre cette corruption? Ça peut être intéressant aussi comme plot. Donc on vous propose des trucs. On vous dit voilà que la corruption est un adversaire redoutable et vous pourriez utiliser la corruption pour affronter la corruption, ce qui peut être intéressant aussi comme thème, le sacrifice. Donc on a la mise en scène de la corruption, etc. Les questionnements autour de la corruption, la maladie, etc. On vous dit que vos personnages, eux, comme c'est des élus de la forge du destin, en fait, ils ont une corruption progressive qui va leur donner des pouvoirs et ils vont plus ou moins avoir un contrôle là-dessus, alors que les gens du commun, eux, ils sont touchés par la chancreuse et deviennent des ghouls, etc. et des ravageurs du chancre. Et là c'est un des problèmes du jeu, c'est que j'ai peut-être loupé une info quelque part, c'est que les ravageurs du chancre, on les a pas beaucoup en fait. En fait, la corruption est très présente dans l'univers, mais dans les livres déjà sortis, on manque un peu d'infos. Et c'est pour ça que moi j'attends ce livre sur l'inframonde, parce qu'il est lié au chancre, l'inframonde, et je pense que c'est un des éléments les plus importants de l'univers, là où on va pouvoir faire des aventures épiques de malades. Et voilà, il nous manque encore ce petit lion. On vous dit, vous vous transformez en ravageur du chancre. Ou alors, si vous êtes très corrompu, vous pouvez vous transformer en tel ou tel monstre, dont on n'a pas nécessairement les profils, parce que le bestiaire actuel ne nous donne pas encore vraiment de quoi exploiter ces questions. Donc ça, c'est frustrant, on va dire. Une corruption protéiforme, donc en fait, vous progressez avec des points temporaires et permanents de corruption, un peu à la Symbaroum. Globalement, les points temporaires, vous pouvez en prendre plus ou moins facilement et vous en débarrasser plus ou moins facilement, et ils vont avoir des effets plutôt néfastes. Et en fait, c'est vous qui allez décider à quel moment vous voulez transformer un de ces points temporaires en permanent pour avoir des pouvoirs supplémentaires. Par exemple, vous utilisez des sorts corrompus, ce qui va vous donner de la corruption temporaire. Quand vous prenez de la folie, vous pouvez prendre de la corruption temporaire. Mais pour prendre de la corruption permanente, il faut vraiment faire des trucs genre assimiler un sort corrompu, ça veut dire vraiment décider qu'à partir de maintenant, ce sort sera toujours corrompu. Ou alors manger de la souillure, des fluides chancreux, enfin genre vraiment se donner au mal. Donc c'est plutôt sympathique. Là, on a les dons chancreux, donc vous pourriez avoir la chair abominable. Vous pourriez absorber la corruption des autres, avoir un toucher corrupteur, etc. Et créer une sorte de roi liche. Et vous avez des effets secondaires de corruption, désavantageux du coup. Genre par exemple, le harcèlement du cauchemar ou les ordres donnés par le cauchemar. Parce que la corruption, elle a aussi une forme un peu dans le plan éthéré d'ailleurs. Il y a les abolètes, enfin je sais pas. Et on peut déjà faire des théories, je sais pas trop, je sais pas comment tout ça a expliqué, j'ai hâte qu'on me le dise. On a une dégradation du corps et en fait le cauchemar, ça fait partie de la corruption et du chancre. Et en fait c'est d'ailleurs une des justifications au fait que les elfes ne dorment pas mais sont en transe. C'est parce qu'en fait ils sont particulièrement atteints par le cauchemar puisqu'ils ont combattu la corruption par le passé. Et le cauchemar, ça entre dans les rêves, ça peut vous agresser en fait virtuellement, un peu comme un assassin. Enfin, il y a un sort comme ça pour faire un assassin dans les rêves, je sais plus comment ça s'appelle. C'est le même principe en fait. C'est genre dans vos cauchemars, on vous attaque et tout. Du coup, les elfes, grâce à leur transe, ils se protègent de ça. Donc, je trouve ça ultra stylé, moi, tous ces concepts. On a des atouts, des revers. Ah oui, parce que ça, c'est un autre truc aussi dont j'ai oublié de parler. Il y a tellement de choses, c'est très riche. Dans le livre aventurier, vous pouvez choisir des revers pour prendre d'autres avantages, un peu des défauts comme dans certains jeux.
Donc on peut prendre directement des désavantages dès le départ en disant qu'on est corrompu par le chancre. Là on a les atouts offerts par le chancre, donc les arcanes de la corruption, un esprit cauchemardesque. En bref, on a des trucs stylés. Fossoyeur du charnier, squelette chancre. Donc ouais, je pense que ça va être très très intéressant à exploiter. Peut-être pas dans toutes les campagnes, mais mettre l'accent là-dessus, soit un petit peu en background dans des campagnes plus classiques, ou vraiment faire des campagnes vraiment basées sur le chancre, les parasites chancreux et tout. Ça donne des idées, c'est vraiment sympathique. Et ensuite, on vous explique aussi un peu comment vous pourriez perdre de la corruption, ce qui est très difficile, surtout la corruption permanente. Donc voilà. Ensuite, on a le recueil de sorts. Où là, pareil, bon, je vais pas tout vous faire. Alors, il y avait une remarque qui avait été faite, un truc que j'avais pas remarqué. Au début de chaque chapitre, en fait, la première lettre, c'est le nom de l'animal. Je vous montre à chaque fois. Ça commence par chaque chapitre, en fait, tout est classé par ordre alphabétique, tous les sorts. D'ailleurs, vous voyez, quand il y a ce signe, c'est que c'est un sort, il me semble, qu'il n'y a que dans Dragon, donc qui est propre à Dragon. Si par exemple, j'arrive ici, pour le B, le B, c'est le B de belette, et la belette représente le truc. Donc là, la maquette, elle est vraiment magnifique. Hein. On va pas se le cacher. Il y a tous les sorts, avec parfois la version corrompue du sort, pour lancer le sort corrompu. Et il y a un problème, je trouve, donc là c'est encore un petit défaut, ça me fait mal de donner les défauts, parce que vous savez que moi je ne parle que de jeux que je trouve cool, je ne trouve plus le sort spécifique, et en gros il y a des sorts d'invocation. Ah bah voilà, invocation séraphique par exemple, c'est l'exemple qui m'a frappé, c'est que vous avez un sort invocation séraphique, origine dragon, donc c'est un sort spécifique à dragon, et on vous dit ouais pendant un certain temps, vous disparaissez, ça vous soigne, et il y a un séraphin qui prend votre place. Là on vous dit Bestiaire, chapitre, Voyageur de l'Astral, Séraphin. Et le problème, c'est que ce livre n'est pas encore sorti. Donc ce sort est inutilisable. À moins que je me sois planté. Et ça, c'est embêtant, c'est énervant en fait, c'est frustrant. C'est comme pour le chancre, c'est comme pour quelques petits éléments à droite à gauche comme ça, où on veut la suite en fait. Bref, vous avez tous les sorts. Tabalapapam, et on arrive en annexe. Donc là, on a les aides mémoire. Donc là, on vous aide on retrie un peu toutes les règles optionnelles, dont celle du livre aventurier aussi. Par exemple, port d'armure réaliste. Vous savez, ça c'est toutes ces règles optionnelles dont on a parlé du système modulable. On vous les reclasse un petit peu en mode, voilà, si vous voulez faire de l'héroïque high fantasy, utilisez plutôt ces règles-là et tout. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée parce que ça nous donne plus de clarté. Ensuite, on a un petit lexique de la magie, donc là, on va pas s'étendre, c'est toute la magie. Là, on a les listes de sorts par classe avec le truc pour faire des parchemins. Ensuite, on a les sorts par école de magie. Et ensuite, on a la liste des sorts corrompus. Et ensuite, pour terminer, des potions alchimiques. C'est cool, il y a une paire de potions alchimiques qui nous sont proposées avec des belles illustrations. Et on en a terminé pour cette première partie des feuilletages des 2 premiers livres de la tétralogie. De la semaine prochaine, on fait les 2 autres livres, on va débriefer rapidement. À tout de suite. Voilà, fin du feuilletage. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup Dragon, même si j'essaie d'avoir un avis assez objectif dessus sur les défauts qu'il peut avoir, notamment quelques petites informations par-ci par-là qui nous manqueraient en fait. C'est un petit peu frustrant, mais ça rend pas du tout le truc injouable. Pour moi, une des grosses forces de Dragon, c'est que c'est à la fois un jeu qui me donne envie de voir la suite de la gamme, donc ce qui est quand même plutôt bon signe en général, et qui me donne envie de jouer avant d'avoir la suite de la gamme. Parce que souvent, il y a ce truc de ouais, j'ai envie d'avoir la suite de la gamme parce que je sens que c'est vraiment incomplet et que je risque de trahir l'univers si j'ai pas les bouquins suivants. Ce genre de truc. Dans Dragon, j'ai pas cette impression. C'est peut-être aussi parce que je me suis habitué à essayer de surmonter ce blocage que j'ai, mais aussi je pense que c'est parce qu'il nous donne une grande liberté. Il nous laisse de l'espace en fait dans son univers vraiment. Et il nous donne aussi des outils, comme les trucs de géomagie dont on a parlé, tout ça. Pour moi, c'est vraiment top. Donc ouais, je vais commencer à y jouer, mais j'espère quand même que la suite de la gamme va arriver assez vite, parce que finalement la production était assez lente. Ça, c'est aussi un truc qu'on pourrait leur reprocher. Moi, je l'ai pas vécu comme une grande frustration parce que j'avais pas commandé Day One. J'étais pas là au début de la précommande participative. Je suis plus arrivé sur le tard, donc j'ai pas vécu tout ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui l'attendaient depuis longtemps. Donc ça aura pu être frustrant. Mais au-delà de ça, enfin, quand on voit le travail accompli, des fois je me dis juste, vous êtes à perte en fait. Comment ça se passe? Genre, le nombre d'illustrations là, c'est quoi? C'est incroyable. La qualité de production des livres est incroyable. Et à l'intérieur, on n'est pas déçu non plus. Franchement, la lecture se fait très très bien. D'ailleurs, il va falloir que je la termine avant la semaine prochaine pour vous faire le retour sur les 2 prochains livres.
Moi, je vais commencer à jouer au jeu aussi. Franchement, c'est top, top, top. J'ai adoré. Voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous embrasse bien fort. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, à mettre les commentaires, me dire un peu ce que vous avez pensé de la vidéo, mais aussi me dire ce que vous avez pensé de Dragon, si vous avez pu le lire, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse? Pas du tout. Euh, Tous les avis peuvent être partagés, hein, n'est-ce pas? Aussi, si c'était la première fois que vous voyez une vidéo, vous pouvez venir sur le Discord pour venir discuter avec tout le monde, et c'est très sympathique. Sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt sur le bon MJ. Ciao, bisous.